Aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réussi à faire, et même je pense toi, quand tu regardes ce que tu as fait, tu dis mais heureusement que je me suis lancée, heureusement que je l'ai fait, heureusement que je les ai pas écoutés. Ça c'est sûr que tous les jours je remercie le ciel d'avoir pris ces risques-là. Mais après ça n'a pas été... beaucoup de gens voient que la surface et voient que les beaux côtés, les bons côtés. On voit vraiment que cette belle façade qu'on a, le fait de dire c'est cool, elles réussissent, mais en fait ils voient pas que ça fait des années, des mois, on a dû faire des sacrifices. C'était un moment où j'étais tellement sur mon boulot qu'en fait j'ai dû me séparer de mon copain parce qu'en fait j'étais tellement focus que j'avais plus le temps de m'occuper de lui. Et j'ai pas le temps, l'énergie de m'occuper d'un petit être, tu vois, et j'ai envie de le faire bien. C'est que je te vois trop avec je sais pas pourquoi là je vois trop une image d'un fond rose, toi habillé en noir avec ton bébé dans les bras en train de faire un podcast. Salut Sixtine, bienvenue dans le podcast Allo Girl Boss. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît ? Écoute, déjà je suis ravie de faire ce podcast avec toi dans nos beaux locaux du Crayon. C'est vrai que c'est quand même assez marrant comme mélange. Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis la cofondatrice du Crayon Group, donc qui est composé du média Le Crayon, de l'agence Le Surligneur et Le Pinceau, et aujourd'hui également du média Les Pépites de France, qui est un média tourisme et patrimoine français. Donc écoute, voilà, un petit bout de chemin d'entrepreneuriat depuis 3 ans, 3-4 ans. Trop bien. T'as commencé à quel âge du coup à entreprendre ? À 18 ans. À 18 ans. Ouais. Est-ce que tu as eu des blocages ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as été inspirée peut-être par ta famille, ton frère, comme je sais que tu travailles aujourd'hui avec lui ? J'ai pas vraiment eu de blocage parce que au début, j'ai commencé en étant dans les études. Donc en fait, je savais qu'au pire des cas, j'avais un parachute grâce à mon bachelor qui faisait que si le projet ne marchait pas, j'aurais pas, entre guillemets, raté des années ou je me serais pas retrouvée sans rien. Tu faisais quoi comme étude ? J'étais dans une étude de communication marketing digital. Je préfère pas dire le nom parce que j'ai pas du tout aimé cette école, donc j'ai pas du tout envie de leur faire de la pub. Ils sont pas du tout bien comportés, ils étaient vraiment pas très bienveillants avec les élèves, donc vraiment pas une école que je recommande. Mais c'est vrai que c'était quand même assez agréable psychologiquement parce que du coup t'arrivais plus facilement à te lancer, à oser des choses parce que tu savais que t'avais un parachute. Et effectivement, d'entreprendre avec ton frère, c'est quand même un énorme avantage quand t'es proche, comme nous on l'est avec Valorant, parce que t'as un vrai pilier émotionnel derrière. Enfin, en tout cas pas vraiment derrière toi, mais t'as l'impression qu'il est derrière toi s'il y a un problème. C'est d'ailleurs pareil pour lui, donc ça fait que c'est beaucoup plus facile pour oser et prendre des risques que si tu avais entrepris seul ou avec des inconnus. Et vous êtes du coup direct lancés tous les deux, ou toi t'as fait un petit bout de chemin et ensuite vous vous êtes rejoints ? Non, on s'est complètement lancés ensemble. Moi l'idée était de moi à la base, mais après on a mixé avec une idée que Valorant avait également. Et puis Julie et Antonin sont arrivés, donc en fait c'est comme ça qu'est né tout le truc. Mais moi j'avais pas eu le temps de vraiment développer quoi que ce soit de mon côté avant de vraiment lancer le Crayon. J'avais juste eu l'idée et des réflexions, j'en avais parlé avec ma famille. Mais à l'époque j'avais même pas 18 ans encore, j'avais genre 17 ans. J'étais encore en terminale, genre pour moi c'était plus le focus bac que focus une boîte, surtout dans une famille dans laquelle je viens où les études c'est censé être quand même quelque chose de normal et d'important. Et d'entreprendre, t'es quand même vu comme un rebelle, un outsider. Donc il fallait vraiment que nos parents acceptent ça petit à petit parce que sinon c'était pas évident pour eux. Ah ouais, je pensais que ta maman, du coup c'était un peu elle qui t'avait mis aussi dans le bain de l'entrepreneuriat. Pas vraiment. Okay. Je sais que tu l'as rencontrée, donc ouais. T'as vu comment elle est oui. Un gros caractère. Mais en fait, elle a une mentalité à l'américaine, donc ce qui faisait que c'était plus facile pour elle d'accepter ce qu'on faisait parce que, tu sais, la mentalité américaine, si tu échoues, c'est pas grave, t'apprendras de tes échecs, c'est bien de te lancer. Donc, très comme ça, ce qui est très différent de la française où en fait l'échec est vu comme un problème, donc c'est pas du tout quelque chose de positif et de sain. Et donc elle se disait au pire des cas, s'ils échouent, au moins ils auront beaucoup appris. Mais au début, elle était quand même, je voudrais quand même que tu fasses un master. Elle était quand même assez droite là-dessus. Elle a rapidement changé d'avis quand elle a vu la progression et la rapidité du projet. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, elle n'était pas hyper enchantée, même si elle nous a quand même soutenus très vite. Ok, trop bien. Et toi t'as entrepris à quel âge toi ? Oula, moi j'ai entrepris il y a peut-être 3 ans. Moi c'est tout nouveau, hein. Au final, je me suis toujours dit que j'allais suivre le parcours. Je voulais être salariée, je voulais avoir un boss. Vraiment, je voulais travailler, avoir des horaires de bureau. C'était le goal, entre guillemets. Et j'ai fait le parcours, j'ai suivi mes études. Et tu vois, je me suis réorientée. Et justement, au début, je me suis dit, je devrais le voir comme un échec. Parce que quand tu vois dans les séries, les films, quand les gens se réorientent, c'est forcément vu comme un échec. Parce que... Enfin, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Mais moi, je me suis dit, en fait, non, je construis mon parcours et je vais vers là où ça me plaît. Et au final, ça m'est arrivé un petit peu par hasard parce que, comme tu sais, je me suis lancée en freelance. Ouais. Ça se passait bien et j'ai eu des demandes de filles qui me disaient comment tu fais. Et c'est là que j'ai lancé mes coachings et ensuite la société. Et pour moi, je pense que j'ai entrepris quand j'étais freelance, mais c'était différent de ce que je fais aujourd'hui.
et ma maman m'a soutenue. Et mon papa, c'était un peu plus compliqué au début, mais parce qu'ils ne se rendaient pas compte de là où j'allais. Et eux, ils ont été salariés toute leur vie, ils sont encore. Du coup, c'était vraiment différent. C'est marrant. Mais c'est marrant parce que les parents, parce que pareil, mon père, alors que mon père, pourtant, il a entrepris. Il a toute sa vie été salarié, travaillé dans la finance, mais il a quand même monté un fonds de gestion, etc. Et justement, lui qui avait justement entrepris d'une certaine façon, parce qu'il avait quand même monté sa boîte, était quand même celui qui était le plus contre sur le fait que j'entreprenne, parce que, ok, il a entrepris donc assez tard, il a entrepris vers 40 ans, je pense, 40, 45 ans. Mais donc pour lui, c'était vraiment impensable que j'entreprenne, alors qu'il avait entrepris là où ma mère, elle a travaillé toute sa vie dans le salariat, en plus, elle est directrice juridique, donc très carré, très machin. C'était plutôt l'inverse. Ça qui est assez marrant, c'est le monde dans lequel on vit, surtout la société française. Je trouve aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial est incroyable en France, c'est-à-dire que les gens se soutiennent quand même beaucoup, il y a beaucoup plus d'opportunités et c'est quand même facile d'entreprendre en France. Mais les gens ne te poussent pas vraiment à le faire s'ils ne sont pas eux-mêmes dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça qui est assez marrant. Ça, parce que en fait, je pense que ces gens-là, ils ont peur eux-mêmes de se lancer, et du coup, ils mettent un peu ces frustrations-là sur toi. Et moi, je l'ai vu au début dans mon entourage, pas forcément proche, mais un petit peu de l'école, etc. Quand moi, je voulais me lancer, ça leur a fait un peu peur. Ils me disaient, mais est-ce que tu vas réussir? Et même encore aujourd'hui, je le vois, les gens qui sont pas entrepreneurs, quand ils me demandent comment ça se passe dans mon activité, ils vont me dire, ça va bien ta petite activité? Et en fait, je sais que c'est parce qu'eux, ils sont salariés, qu'ils n'ont aucune idée de ce que nous, on construit, et qu'ils ont pas, ils ont plein de blocages qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se lancer comme nous, on l'a fait. Mais c'est vrai qu'il y a, même encore aujourd'hui, je le vois dans les élèves qui rejoignent la formation, il y a toujours des blocages de leurs proches qui leur disent, mais pourquoi tu te lances là-dedans? C'est risqué, tu ne devrais pas faire ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réussi à faire, et même je pense toi, quand tu regardes ce que tu as fait, tu dis mais heureusement que je me suis lancée, heureusement que je l'ai fait, heureusement que je les ai pas écoutés. Tu m'étonnes. Ça c'est sûr que tous les jours je remercie le ciel d'avoir pris ces risques-là. Mais après ça n'a pas été... beaucoup de gens voient que la surface et voient que les beaux côtés, les bons côtés. Mais en fait il y a aussi quand même beaucoup... Là-dedans il y a quand même aussi énormément de travail. En fait, la réalité, c'est que tu bosses quand même plus que la majorité des gens. Pendant, je crois, 2-3 ans, j'ai bossé en fait 7 jours sur 7. Avec les garçons, les samedis, on bossait chacun de notre côté et tous les dimanches, on était ensemble. On travaillait, on faisait des réunions, à terminer hyper tard. Et ça, c'est plein de choses que les gens ne voient pas. Donc en fait, les gens sont en mode, oui, d'accord, il ou elle a entrepris, c'est trop facile. Ouais, mais en fait, mec, j'entreprends et je réussis. Juste parce qu'en fait, à la fin, j'ai bossé plus que toi. C'est pas que de la chance, c'est pas que de l'investissement ou de machin. En fait, non. J'ai bossé plus que toi, donc en fait, c'est normal qu'à la fin aussi, ça marche, quoi. Et ça, c'est... Beaucoup de gens ne le voient pas. Et donc, les gens ont souvent la critique facile, ce qui est souvent d'ailleurs les gens qui sont un peu, en fait, rageux parce qu'ils sont eux-mêmes pas heureux dans leur vie. Et donc, ils se disent que c'est pas possible que toi, t'aies réussi dans une impression où tout a l'air d'être facile. Et en plus, t'es heureux, ça les rend dingues parce que eux, c'est des risques qu'ils n'ont jamais osé prendre. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est incroyable, c'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné par ça pour avoir envie littéralement de travailler 7 jours sur 7 et de limite même préférer tes semaines à tes week-ends, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Moi, ça m'énerve quand on me dit t'as de la chance. Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas... je pense pas que j'ai eu de la chance, je pense juste que j'ai travaillé et que j'ai été saisir les opportunités. Et j'ai passé des mois pareil à... même encore aujourd'hui, je pense qu'avec Julie qui est là, on bosse H24. Je pense qu'on est tout le temps à fond dedans, on fait des breaks et tout, mais on a eu des périodes où on a bossé des mois pour mettre en place tout ce qu'on a mis aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on relâche un petit peu. Bon, sauf là, rentrée, on est un peu victime du succès de la formation, mais c'est trop bien et je pense que c'est ça qu'on aime aussi. Mais c'est vrai que les gens de l'extérieur, ils voient vraiment que cette belle façade qu'on a, le fait de dire c'est cool, elles réussissent, mais en fait, ils voient pas que ça fait des années, des mois, on a dû faire des sacrifices, qu'on a travaillé acharnement et tout. Et ce que j'aimerais bien te demander aussi, c'est est-ce que tu as eu des... pas des échecs, mais tu sais, qu'il y a un moment dans ton parcours où il y a eu des moments compliqués par rapport au pro, et est-ce que tu as dû prendre des risques et comment tu t'en es sorti? Il y en a eu aucun énorme. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un où tu t'es dit waouh, tout va s'écrouler et tu vois ta vie défiler limite devant toi. Non, ça, heureusement, il n'y en a eu aucun. Aussi parce que quand tu as des associés,
Ça fait que s'il y a des moments plus compliqués, quand toi, dans les parties dans lesquelles tu travailles, tu sais que les autres sont là pour t'aider ou te donner des conseils. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage d'avoir des associés. C'est pour ça que c'est une question intéressante que je te poserai après, parce que toi, je sais que du coup, t'as pas vraiment d'associés et que tu entreprends, même si t'as une team derrière, évidemment. T'as quand même à la base, tu t'es lancé un peu seul. Et il y a surtout le... Non, les moments difficiles, évidemment, mais en fait, c'est quand tu essaies de jongler entre le pro et le perso. Et qu'en fait, tu peux pas être à 100% dans le pro, à 100% dans le perso. Donc il y a 5 piliers dans la vie: amour, famille, amis, passion et travail. Et pour être vraiment bon dans ces 5 piliers, tu ne peux te concentrer que sur un ou limite 2 en même temps. Et pour être vraiment excellé dans ces 5 piliers-là. Et en fait, la majorité des gens ne comprennent pas que du coup, tu peux pas faire les 5 en même temps. Et après, ils se disent, ouais, mais en fait, t'es soit pas très bon boulot, soit tu vois pas ta famille. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être dans les 5 en même temps. Et moi, le boulot, ce sera toujours le pilier que je mettrai toujours toute ma vie le plus en avant. En tout cas, pour l'instant, peut-être jusqu'au jour où je fonderai une famille, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, évidemment, un peu parfois ta vie perso. Donc, moi, c'était ma vie amoureuse. Mais en fait, c'était un moment où j'étais tellement sur mon boulot qu'en fait, j'ai dû me séparer de mon copain parce qu'en fait, j'étais tellement focus que j'avais plus le temps de m'occuper de lui. Donc en fait, j'ai jamais eu aucun gros sacrifice dans ma vie pro, mais parce que ça a toujours été ma priorité. En revanche, ça m'a fait des sacrifices dans ma vie perso. Et en fait, c'est des trucs qu'il faut juste être prêt à accepter. Et puis finalement, après, bon, voilà, ça s'est arrangé, tout va bien. Mais non, je regrette pas du tout. Pour rien au monde, parce que moi, je suis aussi une grosse optimiste qui a l'impression que la vie est profondément bien faite. Donc s'il y a un moment où faut prendre telle décision, il y a tel et tel choix qui se mettent en place devant toi, en fait, c'est normal et que écoute, c'est la vie, et puis il faut bien l'accepter, il faut être optimiste. Mais moi, jamais je regretterai parce que ce qui me rend... En fait, il faut juste réfléchir à qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est mon boulot. Et donc, en fait, je serais prête à sacrifier n'importe quoi pour mon boulot. Et en fait, quand juste t'as tes priorités dans ta tête, après, c'est plus facile d'accepter les autres parties de ta vie que tu as les amis que tu perds parce que tu t'éloignes d'eux. En fait, c'est la vie, quoi. Ouais, et puis, ça, c'est... Attends, du coup, j'ai une question qui me vient. Je veux bien savoir ce que tu en penses parce que je le vois beaucoup sur Internet. Enfin, dernièrement, j'ai eu beaucoup de contenu par rapport à ça, où c'est des mecs entrepreneurs qui disent que la femme, elle va, enfin, même si là, elle a un business, etc., elle va forcément vouloir un enfant et elle va forcément abandonner son business. Et du coup, j'ai 2 questions qui découlent de ça. C'est est-ce que toi, tu veux des enfants ou pas? Et est-ce que tu te vois abandonner ce que tu fais là pour tes enfants ou est-ce que tu penses que tu feras tout? Alors oui, évidemment, je veux des enfants, même 2 ou 3, donc évidemment. Et même d'ailleurs, c'est pas impossible que j'en ai même peut-être dans 4-5 ans, tu vois. Okay. En revanche, non, jamais j'abandonnerai. Non, les deux sont complètement faisables. Déjà, moi, j'ai eu une mère qui nous a élevés en réussissant extrêmement bien sa carrière et en travaillant comme une folle. Donc, j'ai toute ma vie eu un exemple de ça. Donc, pour moi, c'est juste évident que c'est possible de le faire. Et puis surtout, pour moi, c'est une question d'organisation. Et en fait, dans les X années où j'aurai des enfants, si je suis toujours sur le crayon ou si je n'ai pas fait autre chose, j'en sais rien, j'aurais plus... c'est-à-dire que je pourrais m'absenter 2 semaines et que ma boîte tournera toujours. Et d'ailleurs, c'est quand même ça aussi quand tu vois qu'une boîte est saine, c'est que tu peux te casser pendant X temps, que la boîte tourne toujours parce qu'elle ne dépend plus de toi. Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ça en mode putain, mais si ma boîte dépend plus de moi, en fait, je ne sers à rien. Non, justement, c'est même hyper sain quand ta boîte ne dépend plus de toi parce que tu as une super équipe derrière où en fait, tu as confiance en eux pour faire tourner la machine. Et donc, dans le jour où j'aurai des enfants, c'est que je sais que je pourrais m'absenter, mettons, 2-3 semaines pour le congé mat. Je sais pas combien de temps le congé mat d'ailleurs. Et puis après, travailler en fait et faire les deux. Mais c'est une question d'organisation. Mais évidemment, il ne faut jamais sacrifier l'un ou l'autre. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de nos parents. Et d'ailleurs, c'est pas du tout mal vu, parce que moi, c'est avec ma mère, le nombre de personnes qui lui ont dit, tu sais, quand tu as une famille un peu resto machin, ouais, en fait, non, faut que tu sois mère à un foyer. Non, en fait, ma mère, elle a jamais lâché ça. Alors que même sa belle-mère lui avait dit, mais arrête de bosser, parce que tu vois, c'était mal vu à l'époque. Et en fait, elle a jamais arrêté, et heureusement, quoi. Thanks God, parce que quel exemple ça aurait été pour moi si elle n'avait pas fait ça, justement. Je suis ravie d'avoir eu cet exemple d'une mère qui bosse beaucoup. J'ai jamais manqué de ma mère quand je rentrais de l'école et qu'elle n'était pas là. Ça m'a jamais traumatisée, ça m'a jamais manqué. Donc en fait, toi, t'as beaucoup de parents qui ont peur de rater des moments avec leurs enfants ou que leurs enfants leur en veuillent, mais pas du tout, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand t'as des frères et sœurs, t'as pas besoin d'avoir tout le temps ta mère ou ton père avec toi, parce que du coup, toi, t'as tes frères ou sœurs qui sont là. Ah, c'est super intéressant, parce qu'en plus, c'est vraiment le truc où je suis vraiment en train d'avoir une réflexion là-dessus. Parce que, après, je pense, là, il y a trop de mecs entrepreneurs qui parlent sur les réseaux sociaux et qui font un petit peu leur loi vraiment trop masculin et tout. Moi, je sais que
pour l'instant, je veux pas d'enfant et ça fait longtemps que j'ai cette idée de je veux pas d'enfant, mais je sais que forcément, avec ce que je vais construire, je veux quand même construire une famille et que ça arrivera à un moment donné où je me dirai ok, il faut que j'ai un enfant. Enfin bon, j'espère qu'il y aura un peu plus d'émotionnel que ok, c'est le moment où je vais être trop vieille, il faut que je le fasse. Mais je réfléchissais et je me disais en fait aujourd'hui, mon bébé c'est mon business et c'est là où j'ai envie de mettre toute mon attention, tout mon amour, toute mon énergie, tout mon focus. Et je pense que en fait, après, c'est peut-être une idée que j'ai dans la tête, mais de me dire que la plupart des femmes, quand elles veulent des enfants, c'est qu'elles n'ont pas de choses accomplies à elles-mêmes et que c'est un peu leur préoccupation. Et j'ai vraiment ce truc-là dans l'esprit de me dire, moi là, j'ai mon business et c'est mon business que je veux faire évoluer, que je veux faire grandir. Et j'ai pas le temps, l'énergie de m'occuper d'un petit être, tu vois, et j'ai envie de le faire bien. Je suis pas d'accord avec toi, moi, ouais. Justement. Non, je suis pas d'accord. Et puis je pense aussi que le jour où tu auras trouvé le bon père de famille pour ton enfant, ce sera évident pour toi d'en avoir. Pour moi, je pense que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants. C'est d'ailleurs, je pense, la chose qui te rend la plus heureuse dans ta vie, surtout pour une mère en plus. Faut rajouter ça. Oui, mais t'aimes pas les enfants peut-être des autres, mais les tiens, je t'assure que tu les aimeras. C'est un amour inconditionnel, et surtout quand t'es une mère, tu portes tes enfants. C'est un chouïa différent du père. T'as quand même cette relation où t'as quand même eu ton enfant dans le ventre pendant 9 mois. Enfin, c'est une conception très différente, et ça, c'est toutes les mères du monde, sauf des exceptions, qui te diront que c'est incroyable. Et je pense que justement, je pense que tu seras profondément une femme accomplie le jour où t'auras ton bébé, ta boîte, mais tu auras également tes enfants. Et ça, je te dis pas d'en avoir maintenant, tu as encore le temps. Mais déjà, il faut trouver le bon père. Mais faut pas que tu t'empêches d'avoir l'un ou l'autre parce que tu auras peur que ta boîte ne réussisse pas du tout. Ça, c'est un leurre. Non, je pense que je peux faire les deux, mais c'est que pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire grandir ma boîte. Et tu vois, pour l'instant, mes piliers importants, c'est plus mes amis et mon business. Et même avoir du temps pour moi. Oui, mais ça, je comprends. Mais j'ai pas trouvé la bonne personne. Je comprends. Oui, et puis surtout, tu as le temps encore. C'est-à-dire qu'on te demande pas d'avoir des enfants maintenant. Donc c'est normal que tu aies envie de profiter, de t'amuser et de bosser. Mais en fait, est-ce que peut-être que dans 5-10 ans, ton discours va être très différent là-dessus. Parce mais par contre, je trouve ça trop inspirant qu'il y ait des femmes qui s'occupent de leur business et de leur enfant. Et qui laissent pas justement la partie business pour se focus que sur l'enfant. Ouais. Et je sais que, je pense là, j'ai une coach dans ma formation. Elle est incroyable, elle était enceinte, elle a commencé avec nous. Je crois qu'elle venait à peine d'accoucher. Elle était déjà en train de travailler avec ses élèves parce qu'elle est passionnée de ça et parce qu'elle adore ça. Et je trouve ça incroyable de ne pas devoir délaisser une partie de ce que tu fais pour justement t'occuper de ton petit et ce que tu fais. Et tu vois, même ce qu'a fait ta maman, c'est trop inspirant. Je pense qu'elle peut être trop fière de vous avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est... Ma mère, ça a été un énorme exemple. C'est vrai que ça a été pas facile pendant très longtemps, mais t'arrives vraiment à faire les deux. Et puis ça n'empêche pas d'avoir une nounou à la maison, d'avoir le père qui peut aussi un petit peu s'en occuper. Enfin, il faut pas avoir ce truc de t'as des enfants, tu dois passer ta journée à t'en occuper. Non, parce qu'en fait, c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour eux. Et plus tard, le jour où ils partiront de la maison et en fait, t'auras pas de boulot, tu vas te tirer une balle parce qu'en fait, c'est trop chiant. Et l'inverse, tu fais jamais d'enfants, en fait, le jour où ton business tourne méga bien, t'es gagné méga bien ta vie, ouais, mais en fait, du coup, t'es un peu tout seul, tous tes potes ont des enfants ou sont mariés, toi, t'es un peu en mode genre, ok. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas s'empêcher d'avoir l'un ou l'autre. Mais un truc sur lequel je veux aller rebondir que t'avais dit, oui, c'est que je te vois trop avec je sais pas pourquoi là je vois trop une image d'un fond rose, toi habillé en noir avec ton bébé dans les bras en train de faire un podcast et un petit CD genre Jutun Baby, tu vois. Là on est loin quand même, hein. Le jour où il y a ça qui arrive, c'est dans longtemps, hein. Moi je te verrais bien mère de famille, pas maintenant mais plus tard, justement, ouais. Moi je me vois pas maman pour l'instant. Putain, moi je te verrais bien mère de famille. Ah ouais? Ouais. Une petite babe qui te ressemble un peu. Il faudrait une petite fille quand même. Ça tirait bien, une petite fille. Une petite girl boss. Ouais, ça serait trop bien, t'imagines. On a un fils aussi, pourquoi pas. Un fils? Un sportif. Forcément. Il choisira. Et du coup, moi, je voulais revenir sur le fait que tu sois associée avec ton frère et aussi 2 autres associés. Est-ce que tu t'es pas sentie un peu pas considérée aux yeux des autres, parce que je pense que entre vous, je pense que tu sais que tu as ta place et eux savent que tu as ta place, sinon ils ne se seraient pas associés avec toi. Mais aux yeux des autres, est-ce que ça n'a pas été galère de prouver ta place, de prouver ta valeur? Alors si, pas vraiment dans le sens où ils me faisaient confiance, mais c'était moi qui avais ce besoin de prouver que même si j'étais une femme et plus jeune qu'eux, j'étais complètement au niveau. Après, comme c'était quand même mon idée à la base, ils m'ont jamais vraiment
dit en fait, genre casse-toi parce que du coup non. Mais c'est vrai qu'au début, typiquement avec Jules et moi on est très différents. Jules est hyper rigoureux, hyper organisé, hyper tac-tac. C'est celui avec lequel j'avais le plus de mal au début. Parce que c'est celui avec lequel j'étais le moins proche. Antonin, je suis devenue méga pote très vite avec. Valérien, c'était mon frère, donc voilà. Jules, on a eu plus de mal au début parce qu'on fonctionne très différemment. On est à l'opposé. Et donc, en fait, moi, ma manière de fonctionner, lui, il avait l'impression que du coup, je foutais pas grand-chose. Et moi, inversement de son côté, parce qu'en fait, on se comprenait pas. Ok. Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis devenue limite plus exigeante qu'eux sur leur propre boulot. Donc en fait, c'est moi limite qui suis la maman trop relou en mode bon, écoute, là faut que tu bosses plus, là faut que tu fasses ci, là. En fait, les rôles se sont un peu inversés, ce qui est assez marrant. Mais en fait, j'avais hâte de ce moment où en fait, je puisse leur faire autant de réflexion que je veux sans qu'ils aient jamais rien à me dire, parce qu'en fait, je prouve tous les jours sur le terrain que en fait, tu vois, c'est comme si tu étais un joueur de foot, je marque tellement de buts que en fait, après je peux faire les réflexions que je veux aux autres coéquipiers parce que moi je remplis mon taf et je le remplis très bien. Et en fait, j'avais hâte de ce moment où, moi je suis la principale commerciale dans ma boîte, j'adore ça et j'adore pouvoir aussi choisir avec qui on travaille. En fait, vu que je fais partie des personnes qui ramènent le plus d'argent dans ma boîte, tu peux pas en fait me faire chier et me dire ta gueule quand je te fais une remarque. En fait, non. Parce que dans ce cas-là, ramène le fric et après, toi, tu pourras me dire ta gueule, tu vois. Et on n'a pas du tout ce genre de relation. Là, j'en rajoute et je suis très extrême, mais c'est pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est vrai que du coup, j'avais vraiment besoin de montrer que j'étais douée pour que je puisse un jour me permettre de dire quelque chose qu'au début, j'étais un peu gênée. Aujourd'hui, du coup, j'ai plus aucun problème. Et putain, étant déjà quelqu'un de très cash, mais après, bon, là, c'est jamais malveillant. Ils savent très bien que quand on se fait des réflexions, c'est toujours parce qu'on est ensemble et que c'est pour avancer, donc on le prend jamais mal. Mais du coup, je me permets beaucoup plus facilement de le faire qu'avant. Mais après d'avoir été une femme, ça n'a jamais été un problème pour eux. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis le fait d'être plus jeune, si, un peu au début, parce que forcément, ils ne pouvaient pas se dire que j'étais du même niveau qu'eux. Surtout un Jules qui a fait des grandes études, qui a fait Sciences Po, etc. Mais après, ils l'ont beaucoup plus facilement accepté. Et d'ailleurs, les garçons ont vachement évolué. Quand je vois surtout Antonin et Jules au début, ils ont tellement changé, même en termes de mindset et de psychologie, de manière de penser, ce qui est assez génial, en fait. C'est marrant de voir même eux leur évolution là-dessus. Très bien, même toi, parce que ça se trouve, t'as grandi, t'as dû apprendre un petit peu à faire preuve de leadership, le management et tout ça, et c'est trop bien. Hein. Ça, c'est vrai que on évolue. Moi, j'ai l'impression que 3 mois dans l'entrepreneuriat, tu fais une année d'un être humain normal. Tellement ça avance vite, tellement tu dois apprendre des choses, surtout. T'as juste pas le choix. Donc en fait, t'apprends plus vite des choses, je pense, que la majorité des gens. Et donc t'avances beaucoup plus vite et surtout tu te trompes, t'oses des choses. T'es pas là tu vois, avoir tu travailles 7 heures par jour, machin. En fait, t'as juste pas le choix. S'il y a des jours où tu dois travailler 12 heures, tu bosses 12 heures. Si le lendemain tu dois travailler 8 heures, tu bosses 8 heures. En fait, t'as pas de règles. Donc en fait, ça fait que tu peux travailler moins que quelqu'un de normal, comme tu peux travailler beaucoup plus. Ça dépend évidemment de machin, mais généralement, quand tu lances une boîte, pour qu'elle marche, il faut quand même que tu travailles normalement un peu plus que la moyenne. Non, je suis d'accord. Mais même moi, avec l'entrepreneuriat, je trouve que j'ai pris énormément confiance en moi. J'ai gagné beaucoup en maturité et je pense que j'ai tellement appris parce que même tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la boîte, j'ai l'impression qu'on est autodidacte sur tout ce qu'on fait. On ne sait jamais vraiment où on va, on ne sait jamais vraiment ce qu'on fait au début, mais faut prendre les décisions, il faut le faire et des fois on fait pas forcément les bons choix, on se casse la gueule, mais on réapprend de ça. Et c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est cet effet continuel d'apprentissage. Et moi, justement, je le vois pas comme un échec parce que j'ai tellement l'impression d'apprendre quand il y a un problème, quand il y a un souci. On apprend tellement de ça, on évolue tellement que dans ma tête, je me dis, ok, c'est quand qu'on va avoir le prochain échec, entre guillemets, pour qu'on puisse évoluer, s'améliorer, tout optimiser. Et c'est ça qui est trop bien. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Non, mais je comprends complètement. Et vous êtes combien, vous, dans votre team ? Dans la team, on est à peu près une quarantaine là, de prestats. Ah, d'accord. T'as des salariés ou... Non, je suis ma seule salariée pour l'instant. Et en fait, j'ai plein de petits prestats pour plein de petits trucs, tu vois, par exemple pour faire les miniatures YouTube, pour faire tel type de vidéo ou alors un autre type de vidéo. Et du coup, finalement, c'est pour ça qu'on a une grosse team, parce que j'aime bien prendre les gens, je veux vraiment prendre là où ils sont dans leur zone de génie. Et je préfère avoir des gens très très bons dans un truc que du coup avoir moins de personnes mais qui sont un peu plus tâtonnantes. Je comprends. Et vous avez... nous, on est un peu plus de 15 et on a que des... On a que des salariés, nous. Ouais, on a que des CDI. Je sais même pas si on a un stagiaire en ce moment. Je crois même pas d'alternant. Parce qu'en fait, nous, on a cette grosse valeur du collectif au Crayon. Et en fait, on adore construire un projet avec une équipe qui est là sur le long terme.
pas que tu veux remplacer dans 6 mois, pas que tu vois. Et donc en fait, le recrutement est très compliqué. Hein. Trouver des bons profils, c'est pas évident, mais quand on en a, et en fait, au bout de, tu vois, quand tu réalises au bout de 3-4 mois que ça matche bien, bah t'as envie de les garder très longtemps, en fait, parce que bah, déjà, t'entends forcément bien avec eux, ils ont forcément les mêmes valeurs que toi, et surtout, ils bossent bien, et donc t'as envie de eux, bah, les aider à progresser plus vite, t'as envie que eux, ils t'accompagnent loin, et vraiment ce petit côté clan, côté famille, que nous, on aime beaucoup, parce qu'on veut vraiment aller, on est persuadé que les gens, en fait, dans une boîte comme la nôtre, s'épanouiront beaucoup plus que dans une grosse boîte normale, ça, on est convaincus, et surtout, progresseront plus vite, et à tous les niveaux. Et ça, c'est un truc qui pour nous est important, c'est que les gens soient vraiment heureux d'aller au taf la journée, tu vois. Ils soient contents. Évidemment, il y a des jours, c'est pas le cas parce que voilà, ça reste du boulot, donc là, ça peut les faire chier. Mais vraiment, les gens se sentent bien, que les gens soient vraiment une team, tu vois. Ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Et puis, donc c'est pour ça qu'on aime bien ce côté, avoir des salariés qui coûtent peut-être plus cher que des freelances, mais parce qu'au moins, on veut vraiment avoir ce bloc Non, vous avez qui raison, avance. parce que vous avez vraiment cette vision long terme, Ouais. vous avez les bureaux, etc. Moi, en fait... Surtout, on aime trop, genre, arriver le boulot et la ouais team. Moi, j'adore ça. Enfin, c'est pour ça que je pense que je pourrais jamais faire que du télétravail. Ce que je fais un peu souvent les matins chez moi, parce que j'ai des calls ou des travaux de four, donc ça me permet d'être beaucoup plus focus. Mais j'aime trop juste arriver au bureau, il y a la team, c'est énorme. Tu vas tous les jours au bureau? J'ai tous les jours. J'ai pas forcément Ok. toute la journée, sauf le lundi toute la journée, parce qu'on a une réunion très tôt le matin. Là, je suis là toute la journée. Mais sinon, les autres jours de la semaine, je suis toujours là l'après-midi, c'est sûr. Parfois dès le matin, ça dépend en fonction de mes calls ou de mes rendez-vous. Mais j'adore, moi, aller au bureau, débarquer. T'as la team, c'est trop sympa. Enfin, juste, le mood est trop sympa. Ouais. Moi, je trouve ça trop ouais. stylé. Mais en fait, je me dis, c'est trop stylé si j'ai un bureau, que j'ai des gens qui sont dans mon bureau, mon équipe et tout. Mais en fait, je voudrais même pas aller dans les bureaux. Parce que j'aurais trop cette impression d'être salariée, tu vois. J'aurais, je pense, l'impression d'avoir accompli quelque chose parce que j'ai construit quelque chose et que c'est réel et que je peux le voir. Mais d'un autre côté, je me dirais, bah en fait, en fait, j'aime trop travailler depuis chez moi. Moi, j'ai trop besoin de mon focus, d'être dans ma bulle, d'avoir personne et juste de travailler. En fait, et je m'en rends compte là de plus en plus, j'étais comme ça même quand j'étais à l'école. J'aimais tellement pas travailler en dehors des cours que j'avais besoin juste de quelques minutes où je me concentrais en cours pour terminer tous les exos, tous les devoirs et tout. Parce que j'aime travailler, j'adore ça, mais j'ai besoin d'être efficace si je le fais. Et c'est pour ça que, tu vois, même à un moment donné, je m'étais inscrite en coworking. J'arrivais le matin, je partais le soir à 18h, je faisais du présentiel. Je pense que c'est pas la même chose le coworking et quand c'est ta team et tes bureaux. Vraiment, je te promets, je pense que moi, nous, le télétravail, on l'interdit pas. Hein, les gens peuvent en faire, je crois, 2 jours par semaine. Enfin, ça dépend du média ou des agentes, etc. Mais aussi, les gens sont contents de venir. Tu vois, c'est-à-dire que c'est sympa ce côté, bah, tout le monde jeûne ensemble. Le matin, t'arrives, t'as une question, tac, ça rebondit. Enfin, je trouve, je sais pas, ça crée une ambiance sympa. Ça crée un chez-soi pour les gens numéro 2. Tu vois, où les gens se sentent bien, ils sont pas mal à l'aise d'être là. Tu vois, ils ont pas besoin de demander la permission pour faire X ou Y truc. Enfin, ils sont comme chez eux, en fait. Et après, au fur et à mesure, évidemment, parce qu'au début, quand t'arrives, t'es un peu gêné, mais après, au fur et à mesure, et vraiment, les gens, tu vois, tu fais des grosses soirées avec eux. Enfin, c'est vraiment ce mood team que je trouve vraiment sympa. Et surtout, ça crée aussi beaucoup d'intelligence collective parce que tu fais des réflexions avec les uns les autres. On a beaucoup de caractères, des profils très différents. Donc, il y en a évidemment qui matchent plus ou moins dans la boîte. Mais en fait, c'est hyper sympa parce que t'apprends des uns des autres. T'as vraiment ce truc de... Au bout d'un moment, avec 15 cerveaux qui fusent, t'as des idées, tac, pac, pac. Enfin, t'as des problèmes, tu demandes. Et c'est... Surtout, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est ce qui me manque, tu vois, de pouvoir brainstormer avec les équipes. Parce qu'au final, on parle beaucoup par message, sur Slack. On fait de temps en temps des calls. Mais moi, pareil, j'aime pas trop faire des calls. Et c'est vrai que des fois, je me dis, bah, j'aimerais qu'on puisse plus brainstormer parce que c'est ça qui fait que la boîte, elle avance beaucoup plus vite. Ouais. Et ça, j'en ai conscience. Et justement, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire en sorte que on avance encore mieux et que peut-être de temps en temps, on se fasse, tu vois, des petits séjours à droite à gauche. Parce que moi, j'ai besoin de ma liberté et j'ai envie de continuer à voyager et pas être fixe dans un bureau, même si je trouve ça vraiment trop stylé. Genre, je pense que si un jour j'aurai un bureau, je serai trop contente. Et je me dirais, waouh, j'ai tout accompli là. Parce que, tu sais, c'est un peu un truc où tu dis, ouais, quand t'as tes bureaux, ton entreprise, en plus, toi, du coup, vous avez 2 bureaux. Du coup, c'est double... Franchement, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, c'est quoi pour toi la définition du succès? Est-ce que là, c'est quoi pour toi réussir? Est-ce que pour toi, tu as l'impression de réussir? Ou est-ce qu'il te reste encore des choses à accomplir pour te dire que dans ta tête, tu as réussi? Pour moi, la définition du succès dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu as monté une boîte qui ne dépend plus de toi dans le sens où si demain j'ai un accident ou qu'importe, ma boîte ne va pas s'écrouler si je ne suis plus là.
Pour moi, c'est ça, avoir réussi une boîte qui marche. C'est Benoît Dubos ou Ous, je sais plus qui appelait ça les hommes ou femmes sandwich. Genre la définition de tu pourrais être un sandwich. Je crois que c'était Ous, comme mon podcast avec lui est sorti récemment, j'avais réécouté. Et je crois que c'est ça, c'est le fait d'être un homme ou d'être une femme sandwich, dans le sens où tu peux remplacer le haut de la pyramide par un sandwich. Ça change rien, toutes les bases sont là, tout tourne tout seul. Okay. Et après, moi j'estime qu'à l'âge que j'ai réussi. Pour être très franche, oui, ça c'est sûr qu'à l'âge que j'ai réussi. Après, c'est vraiment que le début de ce que je veux faire dans ma vie et de là où je veux aller. Parce que forcément, plus tu avances vite, plus tu vas avancer encore plus vite. Mais je le fais surtout parce que j'adore ça. Je suis dans une industrie, moi, qui me passionne. Si j'avais pas monté une boîte, je pense que je serais devenue journaliste ou je sais pas. J'adore les médias. Donc ouais, je sais pas si j'aurais été une grande entrepreneuse toute seule. Moi, je pars du principe que t'as différents types d'entrepreneurs. Faut vraiment que j'en fasse un post-it. D'ailleurs, j'y ai pensé hier soir à mon mère. Parfait, ça me fait me rappeler. T'as les entrepreneurs, on va dire, bâtisseurs. Et tu as les entrepreneurs businessmen. Les bâtisseurs, c'est les profils comme Valran, qui ont non-stop une idée, qui pourraient monter 5 projets dans l'année. S'ils étaient milliardaires, ils monteraient 5 boîtes dans l'année. Tu as les projets businessman, t'as les entrepreneurs businessman, c'est plus les profils comme moi. C'est-à-dire que je ne montrerai jamais une boîte toute seule. Enfin, en tout cas, peut-être que je pourrais plus le faire aujourd'hui, mais ce serait moins mon truc. En revanche, j'ai vraiment ce profil business qui fait que, en fait, la négo et le commercial, c'est vraiment mon dada. C'est-à-dire que je peux avoir une vision, je sais manager une team. En fait, c'est des bons directeurs généraux. Okay. C'est des bons CEO, c'est des mecs qui sont capables de gérer une boîte. Pas forcément ceux qui vont l'innover et ceux qui vont la créer, mais ceux qui sont capables de la gérer de A à Z. Et typiquement, Valran, plus tard, il ne sera jamais toute sa vie dans la même boîte parce qu'il aura un besoin de non-stop créer d'autres boîtes. Tu sais, le nombre d'idées qui lui traversent par jour, c'est un délire. Et en plus, c'est toujours des très bonnes idées. Juste, il essaie de pas se défocus, donc voilà. Alors que moi, à l'inverse, j'aurais jamais, tiens, je vais monter telle boîte. Non, c'est soit je rejoins une idée en cours, soit machin, mais je n'aurai jamais cette initiative de A à Z dès le début parce que j'ai plus ce haut profil d'entrepreneur, tu vois. Et en fait, moi, je pars du principe que tout bon CEO, tout bon chef d'entreprise sont des entrepreneurs qui sont capables d'avoir cette fibre business, plus que cette fibre de bâtisseur. Parce que les bâtisseurs, ça peut être dangereux. Valran, ça va, parce que comme il est entouré de 3 autres entrepreneurs qui sont différents, on n'est pas exactement comme lui, donc il arrive à pas être défocus. Mais si Valran était seul, je pense que ça pourrait être très dangereux parce qu'il a ce côté, il a besoin non-stop de créer d'autres projets. Donc en fait, pour moi, les bons entrepreneurs, en termes de chef d'entreprise, c'est ceux qui ont cette fibre plutôt business que cette fibre entrepreneur-bâtisseur. Bah tu vois, moi, je sais pas dans quelle partie je suis. Parce que j'ai l'impression qu'au début, j'étais plus dans la partie idée. Et au final, le fait d'avoir construit la société aujourd'hui, j'ai totalement changé. De base, moi, je suis vraiment j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et aujourd'hui, c'est moi qui dis tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et qui manage, qui lead, qui a la vision et tout. Alors que de base, je suis pas du tout une personne comme ça. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on peut changer aussi de casquette en cours. Complètement. Ça, je suis persuadée qu'on peut complètement changer. Hein. Ça, j'ai aucun doute. Moi, bon, je pense pas que j'aurai comme Valran un jour, mais je suis persuadée qu'on peut changer. Après, généralement, il y a des profils qui ne changent pas forcément parce que soit ils n'ont pas envie, soit parce que la vie fait qu'ils ne changent pas. Et tu verras, si tu prends pas mal d'exemples d'entrepreneurs, t'as souvent ces deux profils-là qui se dessinent. J'ai pas vraiment développé encore plus la théorie que ça. Hein. J'ai juste pensé l'autre jour, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. J'en parlais aussi avec Benoît Dubos, qui a monté Skelesia, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un des entrepreneurs les plus brillants que je connaisse, qui est l'une des seules personnes où je lis vraiment les posts LinkedIn. Et les tiens, évidemment. Mais il n'y a pas beaucoup de gens où je lis vraiment les posts LinkedIn. Et lui, c'est lui qui m'a donné vraiment envie de me lancer sur LinkedIn parce qu'il écrit vraiment des posts intéressants. T'as tellement de gens qui se lancent sur les réseaux et qui écrivent des posts vraiment mais zéro valeur ajoutée que ça fait du bien de lire un mec qui est vraiment tu vois, il a plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn, hein, il est vraiment bien développé et qui continue à avoir des posts méga qualitatifs. Et pareil, lui il était venu il y a 10 jours faire ses podcasts ici et justement j'en parlais avec lui et je lui disais cette théorie, est-ce que tous les CEO pour être vraiment bons ont besoin d'être également un peu business, alors ce côté un peu businessman et je lui demandais à lui quel type d'entrepreneur tu es, etc. Et lui, il me disait qu'il était beaucoup plus le côté business que le côté, on va dire, bâtisseur, que j'aimais bien ce terme. Mais après, je pense que tu as différents types d'entrepreneurs. Moi, c'est les deux que j'avais un peu identifiés dans d'autres profils même que je connais. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est comme quand tu dis les hommes d'affaires, tu as différents types d'hommes d'affaires, les entrepreneurs, tu as différents types d'entrepreneurs, les sportifs, tu as différents types de sportifs en termes de mindset, de personnalité en fait, qui sont liés exactement avec ça. Ouais. Bref, je trouve que c'était une petite réflexion, je trouve intéressante. Très bien.